Bonjour et bienvenue sur l'œil révélateur. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Géraud Deschanais. Bonjour Géraud. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu pour qu'on apprenne plus à vous connaître. Donc, je m'appelle Géraud Deschanais, j'ai 35 ans. Je baigne dans la criminalistique depuis à peu près 9 ans et plus particulièrement dans la morpho-analyse de traces de sang. Vous, comment en êtes-vous venu à exercer ce métier? C'est un métier passion pour moi que j'ai découvert il y a des années sur Internet, dans certains films, certains livres. Et le fait d'intégrer la police scientifique en 2016, je me suis tout de suite renseigné pour me spécialiser dans ce domaine. Et j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours des gens qui ont pu me porter et me transmettre leurs connaissances dans le domaine pour en arriver aujourd'hui à être expert en morpho. Aujourd'hui, vous êtes expert, mais quelle formation vous a permis d'en arriver ici? Alors, il n'y a pas de formation initiale, on va dire. Il n'y a pas de tronc commun qui permet d'arriver jusqu'à ce métier. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont porté, comme je disais, notamment le laboratoire d'analyse criminalistique de Marseille, qui m'ont permis de proposer 2 formations que j'ai complétées en peut-être 2 mois de temps, tellement ça me passionnait. Et j'ai eu la chance derrière d'avoir la personne du laboratoire, Philippe Esperança, qui me propose de travailler avec lui au sein du laboratoire. Donc ça, c'est mon parcours. D'autres parcours, on va dire, la gendarmerie forme en interne au sein de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Et voilà, il n'y a pas vraiment de formation unique, c'est beaucoup de boulot et puis la chance de rencontrer les bonnes personnes parfois. Quelles compétences vous pensez sont le plus importantes dans ce métier? Heu, Ou du moins pour arriver à faire ce métier, parce que même là, avec tout le travail, il y a beaucoup de travail, quoi, vu qu'il n'y a pas de formation initiale. alors c'est quand même très encadré maintenant la morpho-analyse de traces de sang. Il y a beaucoup de personnes qui proposent des publications scientifiques pour standardiser, toute la discipline. C'est vraiment le fait de trouver quelqu'un qui puisse former en France qui est un peu délicat. Les Américains ont beaucoup plus de personnes sur le territoire et du coup les formations sont bien plus structurées dans leur pays. Concernant les compétences nécessaires en morpho, il faut être curieux. Il faut être curieux de tout. Il faut vraiment toujours se questionner, observer, être objectif, ne pas vouloir se faciliter la vie dans des hypothèses données. Non, non, il faut rester scientifique, une vraie rigueur scientifique derrière tout ça. Et oui, non, la compétence numéro un, ça sera la curiosité. Je dirais la deuxième, c'est avoir une bonne vision en 3 dimensions, puisqu'on va travailler, nous, sur des traces de sang qui sont sur les supports. Mais une bonne vision en 3D nous permettra de comprendre le déplacement des gouttes avant de voir les traces, pour le coup. On parle de cette spécialité. Est-ce qu'en France, c'est encore rare? Oui, très clairement. En France, sauf erreur de ma part, on doit être 6 experts inscrits. Mais depuis quelques années, on voit qu'il y a une progression de la discipline en France. La police commence à former des techniciens dans le domaine, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc il y a une vraie volonté de proposer quelque chose de plus en plus, on va dire peut-être pointu, ou du moins d'avoir de plus en plus de personnes amenées à faire ce genre d'expertise pour les magistrats, quoi. Une volonté d'aider la justice qui est en train de monter par rapport à cette discipline. Ouais. Concrètement, en quoi consiste votre travail sur le terrain? Alors, la première phase de travail, ça va être une analyse des photographies qui ont été réalisées par la police scientifique ou les techniciens en identification criminelle. On va prendre les albums photographiques de ces constatations et essayer d'identifier toutes les traces de sang qui sont présentes sur les photos. Quand je parle d'identification, le rôle d'un morpho-analyste, comme je disais tout à l'heure, en gardant une rigueur scientifique, c'est d'avant tout de décrire les traces qu'on voit sur les photographies, enfin, sur les lieux de manière générale. On va s'attarder sur la forme des traces, savoir si elles sont ovoïdes, si elles sont circulaires, si elles ont une forme particulière, non naturelle. On va aussi s'attarder sur la taille des traces.
Donc là, on est plutôt sur des notions comment dire, d'ordre de grandeur que vraiment des tailles précises. On va être sur des traces submillimétriques, donc inférieures au millimètre, des traces millimétriques, des traces centimétriques, ou des traces larges au bout d'un moment, tellement elles sont imposantes. Et la dernière partie qu'on va étudier, c'est la distribution des traces. C'est-à-dire comment sont-elles réparties les unes par rapport aux autres. Est-ce qu'elles sont distribuées de manière linéaire? Est-ce qu'elles forment une ligne? Est-ce qu'elles sont réparties de manière rayonnante? Toutes ces informations combinées dans la description vont nous permettre d'identifier ce qu'on appelle un modèle de traces de sang. Si on identifie un modèle de traces de sang, on sera donc en capacité d'expliquer l'action qui a créé cette trace. Donc la première étape de notre job, c'est vraiment sur les clichés photographiques, regarder toutes ces traces, les décrire pour identifier les modèles de traces de sang. La deuxième étape, ça va être de se déplacer sur les lieux et on va dire d'affiner un petit peu la première analyse qu'on a pu faire. Ça nous permettra notamment d'apprécier, on va dire, les volumes, parce qu'on a du mal à voir les volumes sur simple photo. Quand on arrive sur les lieux, on se rend davantage compte des distances. Et la dernière étape, on va dire, de tout ça, ça va être de combiner tous nos résultats dans un rapport écrit pour les magistrats, en essayant d'être le plus lisible possible, le plus clair. Et voilà. Ce n'est pas Ok. toujours simple pour le coup, mais voici un peu l'envers du décor de la morpho-analyse. C'est énormément un travail d'observation. Vous, en tant qu'expert, à quel moment vous allez intervenir sur une enquête? Pour le coup, il y a deux cadres d'enquête. Il va y avoir la flagrance, c'est quand les faits viennent de se passer, où on va arriver sur les lieux et on verra avant tout la police scientifique encore en train de réaliser les constatations initiales. On interviendra après, mais de la même manière, on regardera d'abord les photos de la PTS, la police technique et scientifique, de la même manière que ce que j'expliquais avant, de ma méthodologie. Et le deuxième cadre d'enquête, c'est lors de l'instruction. C'est le juge d'instruction qui monte son dossier à charge ou à décharge par rapport aux mises en examen. Et là, on peut intervenir du coup des mois, voire des années après les faits. L'appartement ou la maison est mise sous scellé. Oui, des années. C'est ça. Ok. Donc d'où l'importance aussi de travailler en amont sur les photos, des constatations initiales, parce que des fois, quand on arrive un an après, bah, les traces sont excessivement altérées. Mm. Donc, il y a une vraie plus-value à étudier les traces sur photo au départ. Ouais. Quel type d'information on va pouvoir tirer de l'analyse des traces de sang? Dans l'idéal, dans un monde parfait, dans une scène parfaite, si on peut dire ça comme ça, on va pouvoir reconstituer toutes les violences sanglantes. On va pouvoir décrire le nombre de coups qui ont été portés à la victime, éventuellement l'arme employée, les déplacements d'objets ensanglantés, de personnes blessées, des fois même une certaine chronologie des faits. Donc ça, c'est dans le monde idéal. Voici ce on peut des fois arriver à analyser. Après, il y a une autre réalité, c'est la limite aussi, les limites de la discipline. On peut avoir par exemple des murs en crépi. Ça va être tout de suite plus difficile d'étudier la forme, ce que je disais, des traces, parce qu'elles vont être énormément altérées. Et puis des fois, tout simplement, il y a aussi l'auteur qui n'a pas envie de se faire choper et qui va nettoyer toutes les traces. Donc là, à notre niveau, ben, on ne pourra plus déterminer d'action hormis le nettoyage. Ok, oui, ça peut être un véritable frein à une enquête. Complètement. Ok. Ça peut être un véritable frein, alors pas pour l'enquête, Mm. mais pour la morpho-analyse de traces de sang. Si moi, à mon niveau, je n'ai plus de traces de sang, si je n'ai plus de critères morphologiques observables, je ne pourrais pas conclure sur ce qui a créé cette trace. Ok. Donc là, après, c'est un autre, on va dire un autre job. Quand il y a un nettoyage, bien souvent, on utilise un produit de révélation de traces de sang latentes qui s'appelle le Blue Star. Et là, ça permettra effectivement d'avoir une réaction et de faire un prélèvement ADN. Et puis voilà, toute l'enquête, après, de toute façon, ne tourne pas autour de la morpho-analyse, quoi. On reste Ok. un maillon de la chaîne de l'enquête. Si on peut amener des éléments précieux pour comprendre les faits, c'est super. Si on n'en a pas, ben, peut-être qu'une autre expertise ou les enquêteurs eux-mêmes réussiront à démêler toute l'affaire.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter, un cas marquant dans votre, carrière qui montre à quel point votre expertise, elle peut, être très importante? Il y a plein de cas qui m'ont marqué. Celui qui est peut-être en top 1, c'est une affaire de meurtre à la Kalachnikov, où la personne donc s'est fait tirer dessus. Et le parquet nous avait appelés pour essayer de déterminer si on ne pouvait pas trouver le sang de l'auteur, puisque les témoins de la scène avaient indiqué que, avant de tirer, la victime avait réussi à mettre un coup de couteau à l'auteur. Donc, on était quand même avec une Kalachnikov, donc il y avait du sang au large, et on a réussi malgré tout à trouver la petite trace de sang qui a permis, en faisant un écouvillon, donc un prélèvement ADN sur cette trace, d'identifier le profil génétique de l'auteur et du coup ben, de le confronter à ses méfaits. À ce moment-là, quand, vous prélevez le sang, Mm. vous êtes au courant que c'est le sang, de l'auteur ou c'est par chance, on va C'est, dire, à c'est, ce moment-là? alors c'est pas par chance, c'est par, on va dire, logique inversée. Habituellement, on voit une trace, on remonte au mécanisme, comme je disais tout à l'heure, et du coup, après, on va pouvoir mettre en musique tous les mécanismes pour comprendre l'effet. Là, on est parti sur une logique inversée. On s'est dit, si l'auteur, si le gars s'est fait planter, on devrait trouver tel type de trace. Donc, du coup, on s'est attardé sur ce type de trace. On en avait plusieurs. Je crois qu'on a fait peut-être 7 écouvillons. On a dit, on va tenter. Donc, sur les 7, il y en avait un ou deux, je crois, qui étaient le sang de l'auteur. Le reste, c'était la victime. Mais ça a permis, malgré tout, d'identifier le gars. Par exemple, dans ce type d'affaires ou même, dans d'autres cas, est-ce que vous êtes amené à témoigner au tribunal, en tant qu'expert? C'est la finalité de toute expertise, ouais. On va être saisi, on va réaliser notre mission, on va répondre aux demandes du magistrat et uniquement aux demandes du magistrat. Si on nous pose deux questions bien précises, on doit répondre aux deux questions bien précises et il y aura pas, voilà, il faut rester dans le cadre bien strict. On va réaliser donc la mission, on va écrire notre rapport. Et ouais, quelques années plus tard, il faudra aller le défendre, on va dire, oralement, dans une cour d'assises, pour toujours dans cette idée de clarté, expliquer à la cour et notamment aux jurés qui connaissent quasiment rien à la discipline, voire rien du tout. Donc il y a une importance à vulgariser les conclusions et ensuite on répond aux questions, notamment de l'avocat de la défense. Tout à l'heure, vous me dites que la spécialité, elle va pas être vraiment connue, que ce soit en interne ou, par le grand public. Est-ce que, par exemple, dans les séries et les films, elle va être plutôt bien représentée? Est-ce que c'est réaliste ou pas du tout? Alors, non. Voilà, la réponse est simple. À chaque fois, je grince des dents devant les séries et les films quand je vois des traces de sang, parce que ça ne correspond à rien de réel. Mais ça s'explique. Ça s'explique dans le sens où la réalité, quand on va avoir des violences sanglantes, ça va créer des traces qui vont être millimétriques. Donc maintenant, on va imaginer des traces millimétriques sur un plan large, donc une pièce entière. Au niveau de la télé, ça donnerait rien à l'image. On verrait rien, les traces seraient d'une discrétion sans nom. Donc pour l'image, pour les séries, pour les films, ils ont besoin de spectaculaire. C'est pour ça qu'on va mettre beaucoup de sang, avec des seringues, avec des seaux. Il faut que ça soit visuel, mais concrètement, ça ne correspond à rien de la réalité. Donc on a tous des idées, fausses, de ce qu'est une scène de crime. Alors non, parce qu'une scène de crime peut aussi vraiment montrer énormément de sang, hein. Des fois, ça peut être complètement repeint. Mais quand on va avoir par exemple une explication de la police scientifique dans une série qui dit que l'auteur a fait ci, s'est déplacé comme ça, et en se basant sur les traces de sang, non, là pour le coup, Oui. ça correspond à rien du tout, quoi. Mais visuellement, c'est chouette. Donc voilà. Et ça, je l'ai appris dernièrement en discutant avec quelqu'un qui travaille dans le cinéma, où je faisais le chonchon en disant c'est pas normal de faire ci, c'est pas normal de faire ça. Et quand elle m'a expliqué, je me suis dit, bah ouais, je comprends. Vous me dites qu'il y a quand même des scènes qui vont être très sanglantes, Mm. très, impressionnantes. Est-ce que, il y a quand même, des difficultés à garder, une distance émotionnelle, avec ce genre de scène? C'est pas toujours simple, ouais, parce on est tous humains.
Après, chacun va gérer une scène à sa manière. On est tous différents là-dessus. Moi, je suis quelqu'un de très empathique, donc c'est pas toujours simple, mais le cerveau est impressionnant parce que dans la régularité, en fait, le cerveau s'habitue un petit peu à tout. Et j'en ai fait des centaines de scènes de crime maintenant, et du coup, j'ai, on va dire, un petit voile qui se met en place naturellement maintenant, où la distance, elle se prend quasi naturellement, quoi. Je pense que c'est plus dur quand on est simplement spectateur d'une scène violente, une scène de crime. Dès qu'on devient acteur, on est investi d'une mission, on n'est pas là pour rien, on doit bosser dans un domaine bien précis. Et du coup, ça nous met peut-être un peu ouais, le voile, un peu l'effet tunnel, à nous concentrer sur le boulot. Mais du coup, on prend un peu de recul par rapport à la mort, par rapport aux violences. Mais après, des fois, c'est des petits détails qui nous font repoper un peu humain. J'ai le souvenir une fois de traiter une scène de crime, et la victime avait le même draous que moi. Bon, bah, le soir, le draous, poubelle, quoi. Je me voyais pas le garder parce que émotionnellement, Ouais, ça me ramenait toujours dans cette affaire. ouais et c'est compliqué du coup de dormir, trouver le sommeil, dans ce cas-là? Alors ça, non, pour le OK. coup, alors je dis pas que ça trotte pas des fois. Je pense même que des affaires que j'ai traitées il y a 5 ans, si on me redonne l'adresse, je vais tout de suite revoir les traces de sang, où elles étaient, dans quelle pièce, dans quel sens. Mais jusqu'à présent, non, j'en fais pas de cauchemar. Je me suis promis de toute façon que le jour où je me faisais mal psychologiquement, j'arrêterais ce métier. Actuellement, comment vous arrivez à gérer, la pression, la charge mentale, liée au métier? Alors j'ai une technique bien à moi, qui me permet de m'ancrer davantage dans la réalité, et puis des fois un peu de lâcher la pression, justement, c'est la musique. Donc si un jour vous voyez une scène de crime et que vous entendez de la musique à l'intérieur, il y a de grandes chances que ce soit moi, du Ah coup. oui, du coup, au sein de la scène de crime, il y a de la Ça m'arrive, musique, ouais. OK. Ça me permet de me mettre dans une condition. Alors déjà garder on va dire un semblant de réalité, d'être ancré dans la réalité, parce que la musique permet un peu de sortir du glauque, hein. On va pas se mentir, des fois il y a des scènes qui sont vraiment éprouvantes. Et puis, ouais, ça permet aussi de rester un peu éveillé et dynamique, parce que quand on passe des fois 8 heures sur une scène de crime, au bout d'un moment, on souffre un peu, on va dire, de fatigue, on a chaud parce qu'on est déguisé en coton-tige, de la tête aux pieds. Donc, ouais, ouais. Moi, la musique m'aide justement à un peu me détendre et un peu, on va dire, dédramatiser des fois la scène horrible qu'on peut voir malgré tout. Vous disiez, 8 heures sur une scène de crime, c'est quoi le maximum où vous êtes resté, Maintenant, je passe de moins en moins de temps, on va dire, sur les scènes, pour la simple et bonne raison, c'est que la majorité du boulot est fait sur les clichés, les constats initiales. En gros, si la police scientifique ou l'éthique, donc les techniciens en identification criminelle, font de belles constatations initiales avec beaucoup de photos qui documentent les traces de sang, je vais pouvoir bosser tellement en amont que dès que je vais me transporter sur la scène, en peut-être 2 heures, ça va être réglé. Si les constatations sont pas super bien faites, là, ça peut durer un paquet d'heures, ouais. OK, Après, je peux pas être, je saurais pas dire le temps précis du oui. plus grand. Combien de musique écouter, sur une Il y a pas scène, mal ça de va être compliqué, playlists. ouais. Après, sur la musique, je reviens aussi là-dessus. Mmh. Généralement, si j'écoute la musique, on est bien d'accord, s'il y a plus de corps, il y a plus de Oui. victimes, c'est justement dans le cadre de l'instruction, ou c'est des mois après les faits. Oui. Ouais, je me vois pas avec ma musique, avec le corps à côté, quoi. Quel conseil donneriez-vous à un jeune aujourd'hui qui voudrait se lancer dans la criminalistique? Il y a de plus en plus de choses qui sont proposées maintenant en France, ce qui n'était pas trop le cas auparavant. Les études, on va dire, en criminalistique, c'était souvent Lausanne. Il y a beaucoup d'étudiants qui partaient à Lausanne. C'est en train d'émerger en France. Il y a de plus en plus on va dire, d'écoles sur le thème de la criminalistique qui forment des jeunes. Il y a aussi des formations qui sont proposées pour la préparation au concours de la police scientifique. Je pense notamment à la société forensique qui est gérée par Sébastien Aguilar,
qu'il accompagne justement les gens dans la préparation du concours. Donc ce que je conseillerais effectivement aux jeunes qui veulent faire de la criminalistique, c'est de tendre vers ces formations au départ. Et après, il n'y a pas de secret, il faut intégrer soit la police scientifique, soit la gendarmerie euh, pour faire, euh, ouais, pour faire de la criminalistique. En fait, c'est un peu délicat, il faut être dedans déjà, quoi. Mmh. Et là, bah, vous m'avez dit, du coup, il y a déjà une évolution depuis quand vous avez commencé et aujourd'hui. Mm. Et comment vous voyez, l'avenir de cette spécialité? Alors, l'avenir de la morpho, je pense que ça va évoluer dans le bon sens parce qu'on voit de plus en plus les bénéfices de la discipline dans l'enquête. Je pense aussi que l'intelligence artificielle, elle va bientôt nous faire un petit coucou dans le domaine pour un peu faciliter la reconnaissance des modèles de traces de sang. On va aussi tendre de plus en plus vers quelque chose de ce qu'on appelle de bayésien, donc beaucoup de statistiques pour reconnaître tel modèle de trace de sang, c'est 75% sûr que. Enfin voilà, je pense qu'on va petit à petit affiner la discipline, la rendre de plus en plus scientifique, précise, standardisée. Je sais que les Américains travaillent beaucoup sur ça en ce moment, en France aussi. Philippe Esperanza travaille beaucoup là-dessus. C'est le seul laboratoire au monde accrédité en morpho-analyse de traces de sang. Donc je pense que tout ça va effectivement tendre vers quelque chose de bien plus cadré et standardisé à l'avenir. L'IA, ça pourrait, vous venir en aide, plus que L'IA, pour moi, ça serait un gain de temps phénoménal. Ce serait, dans un monde parfait, on arrive avec notre téléphone, on fait un petit mmh, tour comme ça dans la scène, et puis l'IA nous dit, bah, là, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Mais il faudra toujours avoir un œil humain et expert derrière pour valider ou non ce que l'IA détermine. Après, le rôle d'un expert ne s'arrête pas qu'au fait d'identifier les modèles de traces de sang. Ça, c'est la première étape. Il faut, on va dire, créer notre data. Mais après, l'expert va mettre en musique toute cette data pour expliquer comment se sont passés les faits. Mais ça, je pense qu'une IA, là, on en est encore loin, et puis ça deviendrait dangereux oui. Oui, de je pensais proposer aussi à ce ça. côté, assez, dangereux. J'aime bien l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il faut l'utiliser à petite dose et il faut rester maître, malgré tout, de sa discipline, quoi. C'était ma dernière question. Merci d'avoir, joué le jeu Avec plaisir. et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour, Géraud à les mettre en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.